Je suis concentrée, je les attends pas, hein. Je suis juste concentrée et ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que on ne sait pas d'où ça va venir. C'est-à-dire qu'on imagine que, bon, évidemment, c'est un peu facile de dire le monde d'après, tout ça, mais que le monde d'après, c'est une partie de jeu d'échecs. On va abattre l'adversaire, voilà, et voilà, c'est très bien réglé. On a un plan d'attaque, etc. Mais c'est pas du tout ça. En fait, dans l'histoire, tu vois que la vie est plutôt un jeu de Go ou un Othello, où des pions sont d'une couleur, et puis tu retournes ton pion de la couleur autre. Et puis, à un moment donné où le damier est encerclé, et tu l'as pas vu venir. Et tu sais pas par quel coin du damier ça va l'encercler. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Il faut être extrêmement attentif et disponible à ce qui se passe. Ça peut venir des gilets jaunes, ça peut venir des infirmières demain, ça peut venir d'un énorme mouvement étudiant, ça peut venir de tous les gens qui aident les migrants, et tout d'un coup, voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, le mur de Berlin, enfin tout, c'est des hasards à chaque fois. C'est une conjonction de mouvements très profonds qui sont là depuis très longtemps et de hasard. Il y a un moment donné où ça fait basculer, quoi. Et ce qu'il faut, c'est être disponible à ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques points de vision qui vont nous aider à nous accrocher à un imaginaire heureux? La vision, c'est vraiment, pour moi, la vision, elle part d'abord du monde dans lequel on veut vivre. En fait. Il faut revenir faut revenir vraiment à ce qui est soutenable et désirable. C'est-à-dire vraiment, sachant que l'inverse de soutenable, c'est insoutenable. Donc, on n'est pas des enfants gâtés, on est des adultes, à un moment donné, où il faut jouer avec ce qui est réel. Enfin, l'illusion, c'est de penser qu'on va aller sur Mars et qu'on va aller cultiver des poissons sur la Lune. Enfin, là, ça devient un truc de malade. Ça, tu vois, typique, c'est de la diversion. Ça, c'est pas de la vision, hein. C'est de la diversion. On fuit la planète Terre. Le transhumanisme, c'est fuir la condition humaine pour imaginer qu'on va vaincre la mort et pas trop se préoccuper de ce qu'on fait de nos vies, en fait. Donc pour moi, la base, elle part de là, en fait. C'est vraiment, mais quel monde je veux, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision? J'imagine que toi, tu as des éléments imaginaires dans lesquels tu te dis, en fait, ça va être cool, tout ça va être sympa. Tu vois, on peut vivre très bien en partant pas aux Maldives et en allant en Bretagne. Je sais pas où t'es, toi, en Bretagne, voir. Mais... Après, tout est lié, en fait. C'est un monde où forcément, tu as du low-tech, évidemment, bien évidemment. Et reprendre... Ce qu'il y a derrière le low-tech aussi, c'est reprendre possession de nos savoirs, de nos gestes. Et mine de rien, ça c'est important. Enfin, moi, j'ai monté par exemple un atelier de réparation d'objets et c'est fabuleux, quoi, en fait. Pourquoi c'est fabuleux? Parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire que tu as un truc qui tombe en panne, mais t'es tout paniqué, quoi, en fait. Tu peux rien y faire. Donc, tu contribues, tu rentres dans le cycle de l'obsolescence programmée ou du réparateur qui va te prendre super cher. Et donc, du coup, tu te dis, je vais acheter autre chose, etc., etc., etc. C'est extrêmement frustrant. Et cette impression qu'en fait, tout ce qu'on a chez nous, tout ce qu'on pense posséder, nous possède. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, c'est ce que j'appelle nos liens d'aliénation, on rentre dans tout un système. Par exemple, si je prends Spotify, c'est pas moi qui ai Spotify, en fait, c'est Spotify qui m'a. Parce que demain, j'arrête l'abonnement Spotify, je n'ai plus de musique. Tout ce pourquoi j'ai donné de l'argent depuis des mois, des années, ne m'appartient pas. Moi, je suis convaincu que faire des propositions de loi, c'est un combat nul et non avenu, et qu'il faudrait communiquer au contraire sur le fait qu'on ne fera plus de propositions de loi et qu'on va être focus sur des efforts au niveau fourmi, au niveau dirigeant de TPE, qui sont l'armée dont on a besoin. Mais ça, c'est hyper important parce que c'est comme ça que les réglementations changent. C'est comme ça que les lois changent. C'est parce qu'il y a des gens, des entrepreneurs qui font évoluer les choses. Je veux dire, Blablacar au début, il y a tout un tas de choses qui n'existaient pas. Hein. Je veux dire, en termes d'assurance, les bus. Moi, je me souviens, je travaillais pour un transporteur. On n'avait pas le droit de faire des lignes parce que il fallait être autorité régulatrice de transport. En fait, c'était pour protéger la SNCF. Donc, on pouvait pas faire le maxi covoiturage, qui est un cas. C'est un maxi covoiturage. Hein. Il y a des jeunes, ils se posent pas de questions, ils y vont.
Et puis, en fait, petit à petit, on fait évoluer la loi. C'est comme ça, mais c'est jamais dans l'autre sens. Enfin, et surtout, tu perds du temps, tu perds ton énergie, tu perds ta foi. Et moi, je suis convaincue de ça. En fait, pour moi, il y a vraiment. Ce que je vais dire est difficile à entendre parce que très souvent, ça s'adresse aux gens les mieux intentionnés du monde. Mais quand tu fais des trucs verts, responsables, que tu proposes par exemple des projets de loi, comme tu disais, tu contribues à un système. C'est vraiment la différence entre, je vais revenir sur cette histoire d'utopie. L'utopie, tu pars de demain. C'est la page blanche. Consommation responsable, faire des projets de loi, croissance verte, etc. C'est partir du modèle actuel. Et donc le nourrir. Et donc l'empêcher de mourir. Or, il faut qu'il meure, en fait. Tout ce qu'on fait là, c'est des perfusions. Si je prends mon exemple, parce qu'il y a des systèmes qui, structurellement, sont mortifères. Tu peux leur mettre un petit peu de verre, hein, mais ils n'ont pas intérêt à ce que tu y ailles trop loin, en fait. Ça, c'est vachement important. Quand je faisais du conseil, justement, en PME, il y a un moment donné où je me suis dit, conseil en entreprise, je me suis dit, mais en fait, ce que tu fais, avec tes petites gammes vertes, tes éco-gestes, etc., c'est des perfusions monde d'hier. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est pas mal, il n'y a pas de moralité dans ce que je raconte. Sauf que, en tout cas, ces entreprises-là que j'accompagnais, elles ne voulaient pas, et je les comprends, scier la branche sur laquelle elles sont assises. Elles ne peuvent pas se le permettre. Et donc, il y a un moment donné, tu peux faire, c'est comme ce que je disais à Nespresso, il y a un moment donné, il peut aller récupérer ses capsules. Hein. Il est en train d'essayer de régler un problème que lui a créé. Et donc, on a tous besoin, en fait, qu'il n'y en ait plus. On a tous besoin que ça s'arrête, cette histoire. Et tant que tu fais des gammes vertes, tant que tu dis que tu vas chez les petits producteurs, tant que tu leur fais, tu les maintiens. Et donc, pendant ce temps-là, ceux qui sont vraiment en train de réinventer le monde, qui font vraiment du circulaire, qui font vraiment du low-tech, qui font vraiment du biomimétisme, et qui, pour eux, sont en train de construire autre chose, eux, ils ont un mal de chien. Pour eux, c'est difficile parce que les réglementations, elles évoluent pas, parce que tu as des grands systèmes qui sont encore là, qui ont encore les moyens de communiquer, qui ont encore une réputation que grâce à tes petites gammes vertes, tu leur as permis de conserver. Donc, ils recrutent encore. Donc, tout va bien. Quoi. Et ça, mais moi, j'ai le nombre d'entrepreneurs que je connais qui sont face à ça. Enfin, j'ai une amie qui est dans les cosmétiques bio depuis des années. Il faut qu'elle se batte contre une réglementation parce qu'il y a des produits qui sont des vraies saloperies, qui est tout ce dont elle ne veut pas et qui lui sont imposés. Voilà, il y a une liste. Tu parles à un entrepreneur qui fait du solaire, il va te dire que quand il va dans les instances, les lobbies sont là. Et donc, il ne faut pas aller trop loin. Il faut un petit peu, mais pas trop loin. Donc, en fait, et ça, c'est super important. Et à force de mettre, et voilà, donc on met des perfusions dans un monde. Et moi, je crois qu'il faut contribuer à l'autre monde. Encore une fois, c'est pas contre les gens, c'est vraiment, il y a des systèmes qui n'ont pas intérêt, quoi. Ils n'ont pas intérêt parce que le modèle dans lequel on est, en fait, il a un certain nombre de règles du jeu. Et on peut pas se battre dans ces règles du jeu-là. Effectivement, quand tu dis je vais faire par exemple moins 15% de CO2 sur ce truc-là, il y a fort à parier que ce sera très contraignant pour tout le monde à l'intérieur de l'entreprise et que ça coûte plus cher. Parce que dès le départ, en fait, ça n'a pas été fait comme ça. Tout le monde est allé au plus efficace. Donc, je pense que l'efficacité, on l'a trouvé, ça génère des pollutions, la rentabilité, on l'a trouvé, ça génère des pollutions, etc. Mais voilà, c'est la plus rentable. Donc, dès lors que tu essayes de changer une petite modalité, tu deviens plus compétitif. Et c'est pas le but. Enfin, à un moment donné, il faut que ton entreprise, elle fonctionne. Donc, tu as intérêt à être radical, à te dire, OK, moi, en fait, je veux plus du tout de CO2. Et là, tu innoves vraiment. Tu sors du cadre et tu apportes autre chose. Et tu es sur une autre règle. C'est exactement ce qu'a fait Interface Floor avec la moquette. Il y a plein de gens qui font ça. Carnot Computing avec les ordinateurs, avec les processeurs. Ils se sont dit il y aura plus du tout de déperdition d'énergie et leurs calculateurs sont devenus des chauffages électriques ou des chaudières. Tu vois. S'ils avaient dit on va faire moins 15% de déperdition d'énergie, ils n'auraient pas fait ça. Et très probablement que leur service aurait coûté plus cher. Là, c'est pas le cas. Donc en fait, on a besoin de sortir de ces cas. Tant qu'on joue dans les règles du jeu, on les maintient en place. Je suis convaincu. On épuise les meilleurs éléments d'entre nous. Sur des objectifs médiocres. C'est ça. Comment tu peux expliquer à un dirigeant qui a été baigné
de croyances liées à l'accumulation de patrimoine, à la course à la croissance, qu'il y a d'autres modes opératoires pour être heureux. Donc, comment on peut faire péter ces tabous-là ou sauter ces verrous? Je crois vraiment, mais on ne peut pas convaincre quelqu'un. Non, on ne demande pas de le convaincre. On essaye. En fait, tous les signaux, on les a. Il y a vraiment. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut interroger toutes les choses. Tu vois, moi, le jour où j'ai vu enfin, pour moi, on ne peut plus parler de croissance comme étant un indicateur intéressant à partir du moment où j'ai compris que dans la croissance, il y avait la vente d'armes, qu'il y avait l'économie de la drogue depuis quelque temps, dans certains pays, l'économie de la prostitution, les antidépresseurs, tout ça. Ça veut dire que plus on va mal, plus on est accro, plus on fait la guerre, et plus on croit. Donc à un moment donné, il faut arrêter en fait avec ce truc. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Je veux dire, la Tribune m'a demandé de faire des articles là-dessus, encore il n'y a pas très longtemps, face à Stiglitz, en disant est-ce qu'il faut comment rénover le capitalisme. Je dis mais surtout comment faire sans en fait. Tu vois, on n'est même pas capable, et ça c'est vraiment, c'est comme là. Et du coup on dit croissance verte, on n'est même pas capable de lâcher le vocabulaire, et à tel point d'ailleurs que les journalistes ne disent pas que nous sommes en décroissance, ce qui est des cas quand même très souvent. Nous sommes en croissance négative. T'imagines? Donc en fait là c'est ce qu'on appelle de la croyance religieuse. Donc il y a vraiment cette histoire de comment j'ouvre les boîtes pour me dire, parce que là en fait on est sur un vélo, donc on pédale. Donc, tant que tu pédales, tu continues avec les rails des normes qu'on t'a inculquées pendant ta formation. Et ce que je disais tout à l'heure sur le gel de la décision, voilà, et les gens, les entrepreneurs qui ont investi, pris des risques, voilà, en se disant il faut croître, il faut une économie d'échelle, parce que c'est comme ça. Et puis toi, tu viens leur dire, mais en fait, les gars, c'est pas comme ça que ça marche, et ça va vous rendre malheureux, et il y a du burn-out, et ça pollue la planète, et tout ça. Mais c'est hyper dur de dire, en fait, j'ai fait tout ça et l'autre, il vient me dire, il faut arrêter de prendre l'avion et va plutôt en Bretagne. En fait, c'est très, très violent. Très ouais, c'est très, très dur. Donc, en fait, il y a vraiment que toi qui peux le savoir. Et c'est là où le Covid, et notamment le premier confinement, a été extrêmement bénéfique pour tout un tas de gens. Moi, il y en a énormément qui me parlent. J'ai une amie qui est libraire qui me disait, je ne compte plus le nombre de gens qui viennent me dire, ah non, mais là, j'irai plus jamais sur Amazon. Ça fait des années qu'on en parle d'Amazon. De l'exil fiscal, que ça pourrit les petits commerces, etc. C'est pas tant, on ne sait pas plus de choses qu'à l'époque, hein. C'est juste que on a pris le temps de prendre du recul. Et moi, si j'ai pris un recul, c'est juste parce que j'ai été enceinte en 2001 et que j'ai eu un congé maternité. Et que là, j'ai regardé ma vie depuis plus loin. Je me suis dit, ah ouais, tu fais quoi? Tu fais de la pub? Ok. Obsolescence programmée du désir. Donner des désirs aux gens passifs, en plus, qui sont des désirs qu'on projette sur toi. Donc, quand tu les assouvis, ils ne te rendent même pas heureux. Pas très longtemps. Tout à fait. Une différence entre plaisir et bonheur. Le désir, il y a aussi deux types de désirs. Il y a le désir qui te donne une puissance d'être, qui vient de tout ce qui est fondamental. Et c'est là où je pense, quand tu fais ton exemple entre la Bretagne et puis prendre l'avion, Spinoza a vraiment fait la distinction entre ces deux-là. Tu as le désir personnel qui est cet élan de vie qui fait que sans désir, tu es en dépression. Celui-là, il est fondamental. Et puis, il y a les désirs passifs qui sont ceux que la société projette sur toi, ou que d'autres projettent sur toi. Tu vois, tu devrais avoir ce poste, ces postes qui ne se refusent pas, ces marchés qui ne se refusent pas. Et en fait, quand tu les assouvis, ils ne te rendent pas heureux. Et même parfois, tu commences à rentrer dans une dépression. Il y a des gens qui sont au top, qui montent et qui sont en plein burn-out. Hein. Donc, en fait, il faut arriver à découpler. Mais ce n'est qu'une question de normes sociales et de croyances. Hein. Il y a juste à le refaire dans l'autre sens et tout va bien se passer, en fait. Et c'est là où le récit est intéressant et la fiction est intéressante, c'est qu'elle nous permet de nous projeter dans autre chose. Tant qu'on l'a pas vu, on n'y croit pas. Il faudrait écrire la courbe d'obsolescence de l'esprit d'aventure de l'entrepreneur, tu vois, qui s'érode au fur et à mesure de sa progression et du fait qu'il a coché les croix qui l'avaient amené à prendre la décision au départ. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs mais il n'est pas très loin. Hein. Cette flamme n'est pas très loin. Non. Tu vois, moi, je vois bien la différence quand j'ai à peu près le même j'ai un discours assez radical sur l'utopie et la désobéissance un peu partout. La différence entre les dirigeants de PME, de TPE et notamment le CJD par rapport à d'autres, mais c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? Parce que les autres, en fait,
ils s'autorisent pas l'audace. Si tu t'autorises pas l'échec, tu t'autorises pas l'audace. Et c'est bien évident que la voie qu'on a envie de tracer, on ne sait pas vraiment comment on va y arriver. Hein. Donc le risque de l'échec provisoire, il est là. Et donc si tu n'as pas cette audace d'y aller quand même, quoi qu'il arrive, parce que ça te botte, quoi, en fait, parce que voilà, tu as un esprit de bâtisseur, de visionnaire, d'audacieux. C'est ça, et c'est pour ça, je pense, ce dont on manque, c'est de prétention sur nous-mêmes, hein, et sur le monde qu'on veut voir advenir. C'est qu'on se satisfait de trucs qui sont mais juste pas satisfaisants, à la fois parce qu'ils sont mortifères, parce qu'on est gouverné par de l'absurde, mais aussi parce que c'est moyen, quoi. Enfin, tu vois, on est né pour bâtir des choses grandes, pour faire élever l'humanité. Quel tabou il faut qu'on fasse péter en priorité? Est-ce que la démocratie, notamment, tu penses que la croyance dans la démocratie en tant que système adapté au sauvetage de la planète, elle est extrêmement forte? Alors, deux choses. Je pense déjà que la démocratie, c'est pas un label. Il faut essayer de constater que c'est pas parce qu'on est une démocratie qu'on est plus démocrate que certains autres pays. Tout à fait. Et ça nous simplifie un peu la tâche. Pour moi, la démocratie, c'est une persévérance, c'est une utopie vers laquelle il faut avancer. Et ceux qui la font avancer, c'est ceux qui la contestent. Et c'est ça l'important aussi, c'est que les gens qui font avancer l'histoire, les résistants sont des contestataires envers leur propre camp. Ça, on n'aime pas ça. Hein. En général, on conteste le camp d'en face parce que si on conteste le sien, oh là là, on va l'affaiblir et les autres vont monter. C'est une erreur. C'est une erreur, en fait. C'est en ne contestant pas notre camp qu'on le fait mourir. On le voit sur les partis politiques. Je n'en citerai pas, mais il y en a certains qui sont moribonds, parce que personne ne leur a dit, mais les gars, on n'est pas du tout sur nos valeurs de départ. Donc, il y a ce truc-là. Après, justement, en fait, c'était le départ de mon roman. Je me suis vraiment posé cette question parce que à chaque fois que j'étudie quelque chose, j'essaie de ne pas avoir d'a priori, c'est-à-dire de ne pas avoir la réponse à ma question. Et je me suis dit, c'était le début de mon roman, je me suis dit, tiens, on va imaginer que vu qu'on est incapable de prendre les bonnes décisions parce qu'on est totalement irrationnel, on va donner tout pouvoir à une intelligence artificielle qui va prendre les bonnes décisions. On va lui mettre dans la machine toutes les données. Normalement, à partir des données, ça devrait pas être très compliqué puisque très clairement, aujourd'hui, ce qu'on ne valorise pas, c'est justement ce qui va nous permettre de vivre demain. Donc, elle pourrait réorienter les investissements, prendre des décisions radicales, etc., etc., pour le bien du plus grand nombre. Pourquoi j'ai fait ça? D'abord parce que c'est contre nature, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a foi en l'humanité. Donc, de faire ça, mais c'est un aveu d'échec terrible. Donc, en fait, à partir de ce scénario-là, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour mériter le fait de continuer à garder le pouvoir comme une démocratie? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait l'exception humaine? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir bien reprendre le pouvoir parce qu'on a déjà tout en nous, en fait. On sait déjà tout ce qu'il va pouvoir faire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce lien-là. Parce que moi, je crois à la liberté du peuple, enfin voilà, à la liberté fondamentale, à notre liberté de. Et comment est-ce que, donc ça, je vais pas raconter parce que c'est tout un truc du livre, mais comment est-ce que on peut mériter le pouvoir qu'on nous donne, parce qu'en fait, on est des enfants gâtés, quoi. Donc, ok, donc la suite dans le bouquin, dans les délits. Ouais. Le teaser. Un peu, ouais, du coup. Si je peux donner un petit conseil, entre guillemets, pour passer des 3% après, en fait, le plus grand nombre a besoin de validation dans son choix. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir que effectivement, passer ses vacances en Bretagne, c'est bien. C'est pas avoir gâché sa vie, comme dit Séguéla, si t'as pas de montre. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion, et c'est là où le côté imaginaire, récit, rôle modèle sont très très importants. Les mots aussi sur les choses. C'est dans une variété de marketing social, de contre-marketing, quoi. Exactement, exact. Et c'est là où la fiction, et c'est là où la fiction est super importante. Okay. Parce qu'aujourd'hui, quel est le futur qu'on projette? Il est soit apocalyptique, on est en mode survivaliste, soit on est en high-tech sous surveillance.
Mais alors, des visions d'un monde où il y a des citoyens qui décident de faire basculer le monde et reprendre leur vie en main et d'inventer un autre mode de vie qui est tellement plus apaisé. Parce qu'on dit qu'il faut renoncer à des choses, mais à quoi avons-nous renoncé depuis des années, quoi? Au temps, avec nos enfants, à la contemplation, à être bien dans sa peau. Enfin, on a développé des maladies civilisationnelles comme des malades, mais non, on dit que c'est ça qu'il faut et que l'autre monde, il serait bien sûr que si, qu'il peut être joyeux. C'est pas parce qu'il serait plus frugal qu'il serait pas joyeux, hein, et qu'il serait pas apaisant. Donc c'est là où on a besoin de validation, de dire ah ouais. Et moi j'ai très bien vu dans le regard de Célébrer qu'on a dit mais en fait ce monde-là, mais on se dit qu'on a envie d'y être. Hein. Bah oui. En fait, il faut simplement qu'on le voit. Et on n'a plus, enfin, je veux dire, toutes les séries, tous les films, tous les livres, c'est glauque. Bah évidemment, t'as pas envie du futur, hein. Et tu te cramponnes à ce qui reste aujourd'hui et on va sauver les meubles, quoi. Donc ça, on a impérativement besoin de ça parce que c'est dans l'imaginaire que naissent les utopies, que naissent ces élans de se dire je vais inventer un autre monde. C'est pas parce que ça n'existe pas que ça peut pas exister. Bah, t'imagines un peu de se dire bah non, tout n'existe pas, ça n'existera jamais. À ce moment-là, on n'invente rien. Donc en fait, donc on a besoin impérativement de ça. Et puis, mais les premiers qui partent, ils attendent pas la validation en fait. Hein. Ceux qui sont partis depuis les années 50 ou 70 qu'on traite de punk à chien ou d'écolo-bobo ou de machin, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de validation. Hein. Ceux-là, ce qu'ils ont besoin, c'est de suivre leur désir, de comprendre que leur indignation, leur colère ou leur désir d'un autre monde, leurs utopies, elles sont légitimes. Et pour passer à l'action, ce qui est important, c'est de s'impliquer. C'est-à-dire que si on te fait, et ça c'est très très important, si on te fait consommer un monde à prime, si je te fais, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas tellement répondu sur la vision, quelle vision tu donnes, parce que ça fait consommer une autre vision. Dès qu'on consomme, en fait, dès qu'on est assisté, c'est pour ça que je crois pas à la consommation responsable, par exemple, ou aux normes et tout ça, c'est qu'on consomme un modèle. Dès la première occasion, dès qu'il y a un obstacle, on revient en arrière, en pestant contre les solutions écolo, en s'énervant. Parce qu'en fait, notre modification de comportement, elle se fait par les choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend une décision, chaque fois qu'on fait un choix, on est en train de geler un nouveau scénario de vie. Et donc, on va tout faire pour que ce nouveau scénario fonctionne. Donc, il faut impérativement commencer à... et c'est pour ça que je dis toujours auprès des entreprises, impliquer les collaborateurs. Plutôt que de leur dire on va passer à une flotte, je dis n'importe quoi, voilà, bien sûr. Une flotte écolo, machin. Non, en fait, comment est-ce qu'on fait? C'est eux qui vont trouver la solution, d'abord parce que c'est eux qui maîtrisent. Et à partir du moment où ils auront réfléchi, ils ont ouvert la boîte, donc ils vont commencer à réfléchir, vont commencer à prendre des décisions. Donc ils vont tout faire pour que ce que vous mettez en place fonctionne. Tout à fait. Alors que quand on est en mode consommateur, et c'est pas c'est pas parce qu'on est des hypocrites, hein, c'est juste parce qu'on n'est pas engagé dans un scénario. Et on le voit bien, tu vois, tous les nouveaux trucs qui fonctionnent, c'est parce qu'on a des communautés engagées. Je veux dire, le Fairphone, moi j'en ai un depuis des années, il fonctionne pas forcément super bien, mais il y a des forums, les gens s'entraident. On a tous envie que Fairphone fonctionne. Ça serait un Samsung, on aurait tous gueulé dès le premier bug. Tout à fait. Ok. Une communauté engagée, c'est quand même bien l'essence d'une boîte qui a du sens, quoi, quelque part. Il faut qu'on use de notre liberté, de notre capacité de choix et de décision. En plus, c'est là où on fait les bons choix de résistance pendant la guerre. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire des petits choix aujourd'hui, mais t'imagines, quand c'est important, c'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, hein. On n'est plus habitué. En fait, il y a un mot pour moi qui est clé, c'est qu'il faut s'affranchir. Il faut s'affranchir du regard des autres, s'affranchir tu vois, une fois, j'étais dans un... je raconte ça, mais devant un spectacle, et voilà, c'était super, un spectacle de danse magnifique. Et mon élan premier, c'est de me lever pour les applaudir. Je suis avec ma fille qui est ado, qui forcément n'a pas envie que sa mère n'aime pas qu'elle sorte du rang, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis dit, mais Sandrine, si là, tu te lèves pas, tu te lèveras sous le regard de ta fille, qu'est-ce qui se passera quand l'enjeu sera un petit peu plus important? Et tu vois à quel point on a perdu ce sens de l'élan personnel, parce que les résistances, c'est vraiment un élan personnel, hein. Et croire en cet élan, l'estimer légitime, avoir suffisamment de confiance et d'estime de soi pour penser que c'est lui qui est juste. Merci. Merci à toi.